C'était un piège, c'était pour voir qui avait son portable allumé. En fait, au cas fort improbable où vous ne le sauriez pas encore, cette année 2014 va être le centenaire de la guerre du 14-18. Alors, dès le mois de septembre, il y a eu une avalanche d'éditions, de rééditions, des essais d'histoire qui essayent de renouveler un peu l'historiographie, parce qu'il y a eu plusieurs façons d'étudier la guerre du 14. Pendant les premières années, juste après 1918, dans les années 20, il y a des historiens qui essayaient de comprendre comment la guerre de 14 avait pu éclater, mais ils ne l'envisageaient que sous un angle diplomatique. Il y avait par exemple un historien qui s'appelait Renouvin, qui avait eu un bras amputé à la guerre, donc il avait vraiment souffert dans sa chair, et il avait la chaire de l'histoire de la Première Guerre mondiale à la Sorbonne, dans les années 20, et à chaque fois, il n'envisageait la guerre que sous l'angle diplomatique. C'est-à-dire que tout ce qu'avait fait le quotidien des soldats pendant 4 ans, il n'en avait pas parlé. Et ensuite, avec la nouvelle histoire, au début des années 20, on a commencé à s'intéresser un petit peu à la guerre de 14 autrement, en essayant de croiser les disciplines, la sociologie, l'histoire, la géographie, etc. Et le vrai renouveau dans la façon d'enseigner l'histoire de la guerre de 14, il est intervenu dans les années 1980. Et là, on a vu encore les disciplines se multiplier. C'est-à-dire que les historiens, ils établissaient les faits, bien évidemment, mais enfin bon, ça, on le connaissait. Hein. Jean Jaurès a été assassiné le 31 juillet 1914, le 3 août, ça a été la mobilisation, et en 1919, il y a eu le traité de Versailles. Mais il s'agissait d'aller au-delà. Par exemple, pendant longtemps, les historiens devaient s'en tenir donc à des faits et à des sources précises. Mais comment expliquer la guerre si, par exemple, on ne tient pas compte du fait qu'il y a un gendarme qui arrive dans un village avec une lettre et qui annonce la mort d'un fils ou d'un mari? Comment expliquer la peur des soldats qui étaient dans les tranchées? Comment expliquer les relents de haine? Comment expliquer la ferveur, notamment lors de la mobilisation, et puis tout à coup cette désillusion absolue? Et donc ça, ce sont des faits évidents dont il faut parler, mais quelquefois les sources sont impalpables. Et pendant longtemps, les historiens ont dit non, on ne travaille que sur des archives militaires, que sur des archives diplomatiques, et la littérature, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que la littérature, pendant longtemps, y compris dans les soutenances de thèse, c'était considéré comme une source, comme un document, une archive qui n'était pas fiable. Mais en réalité, bien évidemment, on se rend compte que ce sont des documents tout à fait essentiels. Non seulement parce qu'il y a beaucoup de soldats allemands, italiens, français, britanniques, australiens, néo-zélandais qui ont écrit pendant la guerre, qui ont tenu des carnets, et puis d'autres qui ont écrit sur la guerre dans les années 20, juste dans les années 30. Et donc, bien évidemment, il y avait un certain nombre de faits qui étaient incontestables. Alors, il y a eu une avalanche de production littéraire juste après la guerre. Et il y en avait tellement d'ailleurs qu'il y a un ancien combattant qui s'appelait Norton Cru, qui s'est quand même fané la lecture de quelques 300 ouvrages. Et lui, la seule chose qui l'intéressait, c'était de vérifier si les dates, les lieux, quand un soldat disait qu'il avait été blessé à tel endroit, qu'il appartenait à tel régiment et tout ça, la seule chose qui l'intéressait, c'était de savoir si c'était vrai. Donc en fait, c'était pas du tout une critique littéraire, mais ça procédait d'une volonté de ne pas mentir. Hein, en tant qu'ancien combattant, il voulait absolument que tout ce qui était écrit soit vrai. Alors vous avez la chance quand même d'être à un âge où vous êtes des véritables éponges. Je veux dire par là que ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que quelles que soient les études auxquelles vous destinez plus tard, que ce soit des études littéraires ou d'autres qui vont faire peut-être du cinéma ou de la science, les sciences humaines, c'est une marqueterie, c'est un puzzle. Donc, si vous faites de l'histoire, vous allez bien évidemment être obligé de faire de l'histoire de la littérature et de lire des livres. Et en même temps, vous allez vous apercevoir que si un livre qui vous a plu a été adapté au cinéma, il faut évidemment voir le film. Donc, en fait, notamment sur la guerre de 14,
vous avez la chance d'avoir, si je puis dire, un sujet où toutes les expressions artistiques ont été produites. Et il faut bien comprendre aussi que cette période de la Première Guerre mondiale, elle est absolument essentielle pour comprendre ce qui va suivre. Je veux dire par là qu'on a souvent considéré à juste titre que la Première Guerre mondiale avait été la matrice du XXe siècle. Et même ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, on ne le comprend pas si on ne part pas de la Première. Pourquoi? Parce que, imaginez que vous êtes en janvier 1914. Vous allez prendre l'omnibus, voilà, vous avez des petites amourettes par-ci par-là, vous faites des études, et puis vous allez dans Paris, et puis vous avez l'impression d'être dans une civilisation achevée, qui est tournée vers le progrès. Et puis vous allez être distrait par des faits divers. En mars 1914, il y a la femme d'un ministre qui est allée dans le bureau du directeur du Figaro et qui l'a assassiné à un coup de revolver. Alors à côté, un très revolver au collier, c'est la rigolade. Mais voilà, c'est ça qui les passionnait. Et ils ne voyaient pas que 3 mois après, ça allait être une déflagration totale. Et quand je dis une déflagration, c'est véritablement une déflagration. Tous les pays belligérants ont mobilisé des millions d'hommes. Et d'un seul coup, alors que tous pensaient que la guerre allait durer, quelques mois. Les Allemands disaient « nach Paris », c'est-à-dire à Paris, on y sera à Noël. Et les Français disaient, de toute façon, la guerre, ça ne va pas durer longtemps, on sera à Berlin à Noël. Pourquoi? Parce qu'il y avait des discours politiques, militaires, qui estimaient que l'armée française était la plus forte. Et de l'autre côté, l'état-major allemand et prussien étaient persuadés que l'armée prussienne était la plus forte. Quand vous regardez les photos de l'époque, notamment les photos de la mobilisation, vous observerez quand même un fait assez troublant. Alors les hommes, ils lèvent des chapeaux, ils défient, ils sont contents, ils s'embrassent, ils boivent un coup. Et quelquefois les femmes, elles sont beaucoup plus sceptiques, c'est-à-dire beaucoup plus lucides, parce qu'elles se doutaient bien que ça n'allait pas se passer comme ça. Et d'un seul coup, en quelques jours, la société française, comme la société allemande d'ailleurs, ont été complètement bouleversées. On entendait par exemple des vaches meugler dans les champs parce que personne n'était là pour les traire. Et les femmes étaient toutes seules, incapables de s'occuper d'une ferme parce que le travail était trop dur. Et puis les hommes étaient partis pour combien de temps, on ne savait pas. Et les hommes, quand je parle des soldats, je vais vous parler tout à l'heure d'un écrivain qui s'appelle Louis-Ferdinand Céline. On y reviendra sur son parcours ultérieur. Imaginez qu'il est parti, il était cuirassier, c'est-à-dire qu'il était à cheval, qu'il avait une cuirasse, qu'il avait un casque, avec une traînée derrière de chevaux, et puis une lance. Et puis ces gens-là, ils se sont retrouvés face à des mitrailleuses. Et donc en quelques jours, ils ont compris que la guerre qu'on leur avait annoncée et dont on leur avait parlé n'avait rien à voir avec la guerre, avec la réalité qu'ils voyaient aujourd'hui. Et ça a eu un effet plus important encore. La chronologie a été complètement bouleversée. Au bout de 15 jours de combat, parce qu'il y a eu des combats très très meurtriers, ce qu'on a appelé la bataille des frontières, où Charles Péguy a été tué d'une balle dans un champ de betteraves, une balle dans le front au tout début septembre. Le 19e siècle leur paraissait incroyablement lointain. Le mois de mars, de juillet 1914, alors que c'était il y a 2 mois, leur paraissait extrêmement lointain. Pourquoi? Parce qu'en quelques semaines, en 15 jours, ils étaient confrontés à une situation qu'ils n'avaient jamais pu imaginer. Et donc au début, les premiers morts, les premiers cadavres qu'ils ont vus, ils ont été évidemment stupéfaits, ils ont été meurtris, ils ont été dégoûtés. Et puis au bout de 15 jours, ils ne faisaient même plus attention. Ils étaient beaucoup plus émus par un cheval qui était blessé que par un tas de cadavres qui jonchaient le bord d'un champ. Donc les mentalités ont été complètement bouleversées. C'était le présent qui continuait. Et le présent, c'était pouvoir manger, pouvoir dormir dans de la paille, pouvoir être à l'abri. Quant au futur, ils ne l'envisageaient même pas. Le futur, ils se doutaient bien que de toute façon, quelques jours après, ils pouvaient être tués. Hein. Alors, si j'ai quelques conseils de lecture à vous donner, ça serait cela.
D'abord, Blaise Cendrars. Blaise Cendrars, c'était un Suisse. Donc, il s'est engagé dans la Légion étrangère. Et il a eu un bras coupé à la ferme de Navarin en 1915. Et donc, il a été évidemment démobilisé. Et ensuite, il a écrit des poèmes. Il a écrit des romans. Il a beaucoup voyagé aussi, parce que bon, la guerre est une expérience sur laquelle on viendra, mais qui a beaucoup bouleversé la façon d'envisager les choses, l'environnement, la société, l'humanité, etc. Et donc, lisez La main coupée. C'est un roman que vous pouvez trouver en folio, qui est formidable parce que c'est son expérience. Et un tout petit texte aussi qui s'appelle J'ai tué, où il raconte comment il a été confronté à l'expérience de tuer de ses propres mains. Joseph Kessel. Alors Joseph Kessel, comme le rappelait Agnès Fillon, effectivement j'ai travaillé dessus. Joseph Kessel, il avait 18 ans quand il s'est engagé. Et lui, alors, il a écrit un roman, le premier roman qu'il a écrit, ça s'appelle L'équipage. Il était dans une escadrille. Les avions à l'époque, moi je ne serais pas monté dedans, hein, personnellement. Hein, parce que, bon, il n'y avait pas de parachute, c'était quand même du bois, de la toile. C'était extrêmement curieux, on se demande même comment ça volait. Enfin bon. Et puis l'état-major a mis longtemps à percevoir l'utilité que pouvait avoir l'aviation. Et donc il a écrit L'équipage, donc c'est un roman, évidemment, il y a une histoire d'amour, etc. Mais c'est véritablement un document en même temps. Et à la suite de ça, Kessel donc, est devenu grand reporter, il a été en Irlande, il a été à l'époque c'était la Palestine, il a été aux États-Unis, mais c'est évidemment une expérience qui l'a énormément frappé. Et juste après la guerre, donc après l'armistice en 1918, la France estimait qu'il fallait envoyer des soldats français pour lutter contre le bolchevisme, donc, puisque vous savez que la révolution avait éclaté en 1917 en Russie. Mais alors pour envoyer les soldats français là-bas, c'était tout un périple. Alors, ils ont été embarqués à Brest, ils ont traversé l'Atlantique, ils sont arrivés à New York, ils ont traversé toutes les États-Unis en train pour arriver à San Francisco. Alors, la traversée de l'Atlantique, Kessel en avait un souvenir assez diffus, parce qu'en fait, il jouait beaucoup aux cartes et il était toujours sous. Donc, en fait, il n'a pas vu l'arrivée à New York. Et puis, alors, la traversée en train, ça a été un épisode qui raconte dans un de ses livres assez exceptionnel. Pourquoi? Parce que, 1, il était vainqueur. 2, il était français. 3, il était aviateur. Et donc, les gens s'arrêtaient de se coucher sur les rails des trains pour éviter que le train puisse démarrer pour accueillir les soldats. Et à chaque fois, il fallait que les soldats français descendent du train. Ils étaient invités dans les hôtels, ils étaient invités à déjeuner, à manger, on leur offrait des verres et tout ça. Donc en fait, il a eu une traversée des États-Unis assez compliquée, hein, on va dire ça comme ça. Et évidemment, ensuite, il a pris le bateau, il a été à Vladivostok, là aussi, il a écrit des choses. Mais une fois encore, l'origine de toute son œuvre, que ce soit ses reportages, que ce soit ce roman, ça a été la guerre de 14. Hein. Alors, Jean Giono. Je voulais lire un extrait. En fait, je ne vais pas le lire parce qu'il est assez violent. Mais dans Le Grand Troupeau, Jean Giono, donc, qui a fait la guerre aussi, raconte un épisode qui est quand même assez exceptionnel. Et c'est écrit d'une façon extraordinaire. Et c'est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus violent, beaucoup plus rapide. Et ça exprime beaucoup plus de sentiments que ne pourrait le faire, par exemple, une scène de cinéma. Et donc, dans cet épisode, il y a un soldat qui s'appelle Olivier, qui est un soldat français, bon, qui est un peu paumé, il ne sait pas où est la compagnie, il y a eu des bombardements, tout le monde a été dispersé, et donc il se retrouve là, tout seul, comme un imbécile avec son fusil, il est dans la campagne, il ne sait pas où il va, il ne sait même pas où est le front, où est l'arrière, et il arrive devant une ferme qui est éventrée. Et puis il y a un cadavre de femme qui est devant la porte. Et puis un peu plus loin, il voit une truie. Bestiaux, qui est en train de dévorer un petit enfant. Et là, donc c'est un soldat qui a vu déjà toutes les horreurs de la guerre.
a vu des types qui ont explosé, des voyous partout, des morts, des cadavres, des rats sur les cadavres, etc. Mais là, il s'est dit, si je laisse faire ça, si j'assiste à cette scène sans réagir, la dernière part d'humanité qui est en moi disparaîtra à tout jamais. Et donc, bon, il y a un fusil, mais il n'y a plus de cartouche, donc il va prendre sa baïonnette, et puis il va s'approcher de la truie pour essayer de mettre fin à ce carnage. Et puis la truie le regarde avec ses yeux comme ça, et donc il va y avoir un combat entre le soldat et la truie, un combat entre l'homme et la bête. Et c'est un combat extrêmement violent, parce que donc c'est une bestiole qui, je ne sais pas combien ça pèse, hein, j'en ai pas vu récemment, des truies, mais comment 300, 400. Ah ouais, à ce point-là. Oui, bah donc c'est un vrai combat. Alors. Mais donc c'est une scène très, très, très intéressante et très violente, et ça explique d'ailleurs, Jean Giono sera, comme beaucoup, pacifiste. Alors pacifiste, c'est une qualification que vous verrez aussi dans les cours d'histoire, bien évidemment. Pacifiste après la guerre, tout le monde était pacifiste après la guerre. Vous savez, il y a une grande expression, à l'époque, c'était la guerre des nerfs, plus jamais ça. C'est-à-dire, plus jamais ça. Plus jamais en Allemagne, il y aura 2 millions de morts. Plus jamais en France, il y aura 1 350 000 morts. Plus jamais en France, il y aura 700 000 veuves. Plus jamais en France, il y aura ce qu'on appelait les veuves blanches, c'est-à-dire des jeunes femmes qui étaient fiancées, dont le premier s'est fait tuer à la guerre et qui ne se sont jamais remariées. Et donc, là encore, c'est une information intéressante parce qu'il y a une chute de la démographie qui a été considérable. Et donc, Giono est resté pacifiste dans les années 20 et dans les années 30, où là, le terme de pacifisme commençait à avoir une connotation un petit peu différente. Et Giono est resté pacifiste jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il a d'ailleurs été inquiété après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on considérait que le pacifisme poussé jusqu'à son extrémité, c'était une forme d'acceptation aussi du régime nazi. Donc là, ce qui est intéressant à voir, c'est que la Première Guerre mondiale a été une guerre d'une violence et d'une brutalité exceptionnelle. Ça a été la première guerre industrielle. Mais la Seconde Guerre mondiale, il y avait des motifs beaucoup plus idéologiques. Et c'est pour ça que je vous disais que la Première Guerre était absolument indispensable pour comprendre ce qui allait suivre. Ça a été le basculement d'un monde, ça a été la désillusion absolue. Et donc il y a eu ensuite des fractures historiques, des fractures artistiques et des fractures politiques. Il y en a qui se sont engagés à l'extrême droite, dans les extrêmes droites, parce qu'il y avait plusieurs composantes. Et il y en a qui ont basculé dans l'extrême gauche, dans l'anarchisme, ou dans la Troisième Internationale communiste, ou qui ont voulu rester socialistes, ou d'autres qui attendaient, qui voyaient. Et donc quand il y a eu l'unique en 1938, tout le monde a dit oui, au moins la paix est sauvée. Alors qu'en réalité, on savait très bien que ça n'allait rien résoudre. Donc Giono, il a écrit aussi des textes donc, sur le pacifisme, et c'est un auteur intéressant pour comprendre comment justement un homme qui a été marqué par la guerre n'a pas voulu aller au-delà. C'est-à-dire qu'il s'est dit non, la guerre a été tellement épouvantable que je refuse de la faire, encore une fois, quels que soient les motifs qui pourraient m'y conduire. J'ajoute que c'est quand même un écrivain qui écrit remarquablement bien. C'est pas à oublier. Le soir, quand vous aurez fini avec vos tweets et quand vous aurez fini d'envoyer des SMS, je dis ça parce que ma fille a 14 ans, donc c'est très bien. Hein, avec les 2 pouces, s'il vous plaît. Hein. Si vous avez envie de vous endormir dans la paix, vous prenez Apollinaire. Et vous voyez aussi les poètes qu'il a écrits pendant la guerre. Alors Apollinaire, il était très connu avant la Première Guerre mondiale, et c'est d'ailleurs lui qui a inventé, dans les mamelles de Tirésias, l'expression surréaliste. Et il a été mobilisé, il a écrit des poèmes. Alors il était mobilisé, mais bon, il disait, dans les siècles précédents, les écrivains, ils n'allaient pas faire la guerre. Hein. Racine, Corneille, ils n'étaient pas mobilisés pour autant. Alors pourquoi nous, on y va? En fait, il y est allé quand même. Et il a été donc blessé au chemin des dames, à la tête. Et donc il y a des gravures célèbres où on présente le poète avec un bandeau autour de la tête. C'était un ami de Picasso, c'était un ami des surréalistes. Et lui aussi, il a parlé de la guerre, notamment dans ses correspondances à Lou, à Madeleine. Et
il avait une façon très poétique d'évoquer à la fois les morts, mais en même temps la mobilisation, en même temps la vie dans la caserne, et en même temps ce qui se passe dans l'intimité d'un homme qui, vous me pardonnerez cette expression, qui s'emmerde ferme quand même quand il ne fait pas la guerre. Hein. Donc, vous savez, la guerre, ça a été, ils étaient dans les casernes, ils attendaient, ils ne savaient pas où ils allaient, ils restaient dans les tranchées. Donc, avec ses poèmes, il a exprimé tout ça. Et donc, c'est un... Vous pouvez aussi écouter Léo Ferré, qui a adapté d'ailleurs en chanson ses poèmes. Mais vous verrez, c'est un poète extrêmement moderne, extrêmement contemporain. Il y a une chose qu'il ne faut pas que vous oubliez, surtout, c'est que de tous les auteurs dont je vous parle, qui ont fait la guerre, qui ont écrit, etc., c'était pas des types de 70 ans, c'était pas les anciens combattants qu'on voit encore devant les monuments aux morts et tout ça, non, c'était des types qui avaient 18 ans. Hein, et leurs fiancés, ben, c'est pareil, elles avaient 18 ans aussi. Donc en fait, je ne sais pas quel âge vous avez, hein, mais dans pas longtemps, s'il y avait une guerre, eh ben, vous allez y aller aussi. Et il y en a un bon quart d'entre vous qui n'en reviendra pas. Donc c'est ça qu'il faut réaliser aussi, hein, quand vous lisez ces auteurs-là. Il faut imaginer que c'était des auteurs qui avaient votre âge. Donc en fait, ils vous parlent. Et c'est une façon, quand vous lisez un livre de ces types-là, c'est une façon pour eux de vous parler encore. Et vous pouvez probablement avoir une sensibilité beaucoup plus grande que quelqu'un de 50 ans qui va lire le livre d'un gamin de 18 ou de 20 ans. Alors, vous pouvez lire aussi, ça a été réédité en poche, Le Feu de Henri Barbusse. Alors, c'est quasiment tous les prix Goncourt, d'ailleurs, pendant la guerre, ont été attribués à des auteurs qui avaient écrit, qui étaient des auteurs combattants. Et Le Feu, ça avait fait pas mal de bruit parce que c'était une façon de parler de la guerre qui n'avait rien à voir avec la façon dont les journaux parlaient de la guerre. Il y a une expression dont vous avez sans doute entendu parler qui est le bourrage de crâne. Bon. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'était le bourrage de crâne. Tout début de la guerre, par exemple, il y a un journal qui disait que les balles allemandes n'étaient pas meurtrières. Pourquoi? Parce qu'elles arrivaient tellement vite qu'elles traversaient le corps et qu'en même temps elles cicatrisaient. On disait que les balles allemandes étaient en plomb, elles étaient mal fondues, donc en fait elles allaient se fracasser sur une armure. On disait que les Allemands étaient tellement mal nourris qu'au bout de 15 jours, de toute façon, ils n'auraient plus l'idée, c'était d'entrer chez eux. Donc, c'était ça le bourrage de crâne. Pourquoi? Parce que la presse française, la presse de Paris, la presse de province était ligotée par la censure, donc on n'avait pas le droit de dire, par exemple, que tel régiment était à tel endroit parce qu'il ne fallait pas donner d'intervention, donc les articles étaient, comme on disait, caviardés. Hein. Mais quand les soldats lisaient la presse de l'époque, ils ne comprenaient même pas de quoi cette presse parlait. C'était pas leur guerre, c'était pas la façon dont ils la vivaient. Donc ils étaient particulièrement remontés contre les journalistes français, et notamment les journalistes parisiens. Et Le Feu, c'est un livre qui décrit les combats, qui décrit le quotidien des soldats, mais en utilisant l'argot, par exemple. Donc il y a quelques critiques qui ont dit oui, non mais bon, c'est quand même ce livre est particulièrement vulgaire, parce qu'il y a des gros mots. Les soldats français, on ne peut pas donner cette image du soldat français. Le soldat français doit être nationaliste, patriote. Il doit évidemment croire en Dieu. Il doit respecter sa hiérarchie militaire. Et il ne peut pas parler comme c'est écrit dans le livre. Et donc c'est pour ça que ce livre a été un peu censuré. Mais il a eu un très très gros succès auprès évidemment des soldats. Alors ensuite, Henri Barbusse, il a eu un parcours un peu compliqué parce qu'il est tout de suite devenu communiste, donc au Parti communiste en 1921, et il a été extrêmement virulent et donc extrêmement, j'allais dire, orthodoxe pendant tout l'entre-deux-guerres. Alors, Louis-Ferdinand Céline. Louis-Ferdinand Céline, vous avez les livres que vous pouvez acheter, notamment Voyage au bout de la nuit, qui est son premier livre, qui a failli avoir le prix Goncourt en 1932, qui a été une véritable bombe littéraire quand il est sorti. Tout le monde a reconnu que c'était un livre
incroyablement violent, incroyablement écrit, parce qu'il y avait évidemment des gros mots, comme on dit, et puis c'était une écriture extrêmement trépidante, frénétique, et notamment les premières pages où il parle de la guerre. Et vous avez d'autres livres qu'a écrit Céline qui, eux, sont interdits à la vente. Pourquoi? Parce que, donc, il a été d'un antisémitisme ordurier, et si on peut encore lire ces livres-là sur Internet, bon, ils sont interdits à la vente. Mais là où c'est intéressant, c'est que ce type qui était quand même vraiment frappadingue, hein, il était un peu fou, hein. C'est un médecin, mais il a été traumatisé par la guerre. Et à partir de là, il en a conçu une forme de cynisme absolu envers l'humanité en général, envers les institutions, envers les systèmes. Et il a basculé dans l'antisémitisme le plus outrancier. Et à propos, il y a un autre roman là, qui vient juste de sortir ces jours-ci de Pierre Assouline, qui s'appelle Sigmaringen, que je vous conseille aussi parce que c'est un petit peu la fin de la comète de la Première Guerre mondiale. Au château de Sigmaringen, qui était le château des princes Hohenzollern, donc en Allemagne, en 1944, ont été invités, si je puis dire, tous les dignitaires du régime de Vichy. Donc il y avait Pétain, il y avait Laval, il y avait les chefs de la milice, il y avait les membres du gouvernement. Ils ont tous été dans ce château incroyable. Donc c'est une scène véritablement surréaliste. C'est une bâtisse de près de 300 chambres. Et puis les clans se formaient, ils se jalousaient, les femmes des ministres essayaient de piquer des cuillères en argent. Enfin vraiment ça a été un microcosme, un aéropage particulièrement, ça frétillait, ça grenouillait, enfin c'est vraiment très très curieux. Et Céline y était. Mais il n'était pas dans le château lui-même, il était dans le village d'en bas. Et puis il continuait à exercer la médecine. Mais il a écrit donc un livre qui s'appelle D'un château l'autre, qui lui est disponible, où il raconte justement avec ironie, avec sarcasme, avec une sorte de jouissance dans la peinture négative de cet aéropage. Il raconte cette période qui a duré évidemment quelques mois jusqu'à ce que la première armée française vienne investir les lieux. Et ensuite, comme vous le savez, Pétain, Laval ont été rapatriés en France. Pétain donc il y a eu un procès en juillet 1945, il a été condamné à mort puis gracié. Donc, ensuite, il a été prisonnier à milieu. Quant à Laval, lui, il a été, et quelques autres, il a été fusillé au fort de Montrouge. Non, au fort de Vanves. Donc, Voyage au bout de la nuit de Céline, c'est vraiment un livre, les premières pages notamment, les premiers chapitres sont extraordinaires, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il est des cuirassiers, donc il réalise bien qu'à cheval avec une lance face à des mitrailleuses, ça n'a plus aucun sens. C'est-à-dire qu'il y a une incohérence totale de l'état-major. Et il voit bien que la guerre, elle va prendre un autre tour. Hein, puisque comme vos profs ont dû vous le dire, très rapidement, il y a eu ce qu'on a appelé la course à la mer, et donc les armées se sont figées. Et il y a un historien anglo-saxon, George Moss, qui a parlé du concept de brutalisation. C'est-à-dire qu'encore une fois, ça a été la guerre industrielle. Et donc tous les schémas militaires d'état-major était complètement obsolète. Un texte plus récent qui est sorti l'année dernière de Jean Echnoz aux éditions de Minuit, qui s'appelle simplement 14. Et donc là c'est intéressant parce que c'est presque un exercice de style. Jean Echnoz est un écrivain contemporain, mais écrire sur la guerre, c'est presque un exercice de style. C'est-à-dire qu'il écrit sur la guerre, mais en même temps il se pose la question de savoir comment on peut encore parler de la guerre en 2013. Et d'ailleurs, à un moment, il y a une phrase où il commence à décrire les tranchées, tout ça, puis il écrit, bon, tout a été dit, donc c'est même pas la peine de revenir là-dessus. Hein, il considère que tout ce qui a été écrit est suffisant, et qu'aujourd'hui, essayer de décrire des tranchées, ça serait une forme d'imposture, d'une certaine façon. Et donc ça va vous faire, c'est un petit livre, hein, donc il n'est pas très gros, donc vous pouvez le lire sans problème. Un autre, alors là, c'est pas la même dimension, c'est Les hommes de bonne volonté de Jules Romain. Dans la collection Omnibus, vous inquiétez pas, c'est 4 tomes qui sont épais comme ça. Hein. Et là, c'est une fresque absolument gigantesque, non seulement de la période d'avant-guerre jusqu'à la période d'après-guerre.
Et il y a un chapitre notamment qui s'appelle Verdun, qu'il a écrit dans les années 30. Jules Romain n'a pas fait la guerre, il n'a pas été à Verdun, mais ce chapitre est exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il s'est énormément documenté, il a discuté avec des anciens combattants. Et il parle notamment des spectres. Pourquoi les spectres? Parce qu'il explique qu'il pleuvait, il y avait de la brume, il y avait des nuages, il y avait la fumée des explosions. Quand je dis des explosions, entendons-nous bien, le premier jour, donc le 21 février 1916, quand les Allemands ont déclenché la bataille de Verdun, le premier jour, il y a eu 1 million d'obus qui ont été tirés. Donc, il faut imaginer la terreur, l'effroi des Français qui ont reçu tout ça. Ensuite, bon, ça a été les Allemands. Et donc, il y avait tellement de fumée et puis les lignes étaient tellement changeantes que quelquefois les soldats ne savaient même plus où était l'ennemi. Et donc ils voyaient des spectres comme ça. Et donc à la façon de bouger, ils essayaient de deviner si c'était des soldats français ou des soldats allemands. Et ils parlent du bruit, ils parlent de l'effroi, de la folie aussi de certains types qui n'en pouvaient plus. Donc pour éviter les bombardements, ils franchissaient le parapet et puis ils espéraient qu'une chose, c'était qu'ils allaient se faire tuer d'une seule balle dans le front, pour ne pas souffrir. Donc ce chapitre Verdun des hommes de bonne volonté de Jules Romain, si vous pouvez tomber dessus, lisez-le, vous verrez, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je vais vous citer un autre auteur là, qui va vous faire peur, c'est Marcel Proust. Voilà. Marcel Proust, tout le monde vous dit, c'est un auteur exceptionnel. C'est un très très grand classique. C'est un des plus grands écrivains de la littérature française. Et quand je dis ça à ma fille, elle fuit dans sa chambre en général. Un grand écrivain, il faut lire un grand classique. Bon, donc évidemment, eh bien quand même, dans Le Temps retrouvé, donc qui est le dernier livre de la recherche du temps perdu, il en avait écrit une partie avant la guerre, mais il a rajouté des chapitres sur Paris en 1916. Vous ne pouvez pas imaginer, si vous n'avez pas lu, l'ironie, l'humour, l'acidité de Proust dans la façon qu'il a de peindre la bourgeoisie, dans la façon qu'il a de peindre le monde dans lequel il évolue, et des touches que l'historien relève comme étant des véritables documents. Par exemple, la bonne société qui dîne, qui va au restaurant, et puis tout à coup, derrière la vitre, il y a un pauvre type qui est un permissionnaire. Donc un permissionnaire qui vient à Paris, il n'est pas forcément parisien, il peut venir de Toulouse, il peut venir de Clermont-Ferrand, il a une permission, donc il arrive à Paris, et puis il n'a rien à manger, il n'a pas d'argent, et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les gens à travers la vitrine. Et ça, Proust le décrit très très bien. Il décrit aussi très bien la façon dont les gens reçoivent les informations à travers la presse. Il y a une scène célèbre, par exemple, Madame Verdurin. Alors, Madame Verdurin, c'est le prototype de la bourgeoise parvenue, enrichie, qui organise des soirées, qui invite des gens pour faire bien et tout ça. Et puis elle est dans son lit, et puis elle lit le journal, et notamment le naufrage du Lusitanien, donc le bateau américain qui a été torpillé. Et elle est assise dans son lit, et puis elle prend son pain au chocolat, et puis elle trempe dans le café, et puis elle dit « Oh, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur !» Et puis elle continue à manger « Oh, quelle horreur !» Voilà. En 40 lignes, il a tout dit sur cette personne. Donc n'ayez pas peur de lire Marcel Proust. Je vous assure, il est infiniment plus caustique et infiniment plus violent que bon nombre d'écrivains contemporains d'aujourd'hui qui vont être présentés comme des auteurs particulièrement incisifs ou pas. Donc lisez-le, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Et ne vous inquiétez pas si vous ne trouvez pas le point au bout de 3 phrases. C'est des phrases assez longues quand même. Il y a un autre livre, alors, que vous pouvez aussi trouver, qui est intéressant aussi parce qu'il y a eu une adaptation cinématographique, c'est Capitaine Conan de Roger Vercel. Alors Roger Vercel, il a eu le prix Goncourt en 1936, je crois bien, pour Capitaine Conan, donc c'est l'histoire
d'un capitaine breton qui est dans les corps francs. Alors c'est pas en France, hein, ça se passe pendant la guerre des Balkans, mais donc pendant la Première Guerre mondiale. Et donc c'est l'ancêtre des commandos en quelque sorte. Hein. Donc la guerre là-bas, c'est pas tellement à coup de canon ni à coup d'obus, c'est à coup de couteau. Et il y a à la fin du livre, c'est particulièrement intéressant aussi parce que donc il connaît un jeune lieutenant et puis le jeune lieutenant dit, se dit dans les années 20, tiens, je vais aller voir ce qu'est devenu le capitaine Conan. Et il va en Bretagne et puis dans un café, il voit une silhouette ramassée sur elle-même comme ça. Et c'est le capitaine Conan qu'il a connu quelques années auparavant. Et le type est devenu complètement alcoolique, complètement désillusionné, il ne fera plus rien, il ne fait plus rien. Et donc il s'est parmi de la guerre. Non seulement il s'est parmi de la guerre, mais il s'est parmi non plus de la violence qu'il avait déployée pendant toutes ces années-là. Et là aussi c'est intéressant parce que ça montre la décomposition de la société française et de bon nombre de ceux qui avaient fait la guerre pendant ces années-là. C'est-à-dire qu'ils ne s'en sont jamais remis. Et Roger Vercel, alors il a un parcours curieux, lui, parce qu'il y a quelques années, on a découvert qu'il avait écrit un article extrêmement antisémite. Et si mes informations sont exactes, il y avait un collège en Bretagne qui portait le nom de Roger Vercel, qui a été débaptisé, parce qu'il y a des gens qui ont dit non, c'est pas possible qu'on garde le nom d'un type qui a été antisémite à ce point-là. Mais donc là encore, vous voyez, il y a un parcours qui est vraiment intéressant, un parcours idéologique. Comment on passe de la désillusion, comment on passe du dégoût à des positions politiques particulièrement violentes. Quand je vous disais tout à l'heure que les sciences humaines c'était une marqueterie, il faut regarder quelques films aussi. Alors je vais vous en conseiller quelques-uns. Charlot Soldat. Ah ben oui, Chaplin. Il n'a pas fait la guerre, il était aux États-Unis. Mais il a, dans ce petit court-métrage, il a particulièrement bien saisi la façon dont un soldat pouvait être complètement perdu. Et donc il le fait de façon comique. Mais vous verrez, si vous le lisez dans l'entretien que j'ai fait avec une historienne de la guerre de 14, dans le hors-série, quand je lui dis mais quel film vous semble vraiment intéressant sur cette période, elle me dit je vais vous étonner, mais c'est Charlot Soldat, justement. Alors il y en a eu d'autres. Il y a un grand livre aussi qui a failli avoir le prix Goncourt en 1919 qui s'appelle Les Croix de bois de Roland d'Orgelès. Il n'a pas eu le prix Goncourt parce que c'est Proust qui l'a eu. Et à l'époque, ça avait fait scandale parce qu'en 1919, que ça soit un non-combattant, et Dieu sait que Proust n'était pas combattant, hein, que ça soit un non-combattant qui obtienne le prix Goncourt à la place d'un écrivain qui avait fait la guerre, ça paraissait scandaleux. Et Les Croix de bois, c'est vraiment un film, un livre fabuleux, d'abord très pacifiste aussi. Et il y a eu un film qui a été adapté par Raymond Bernard en 1932. Et c'est un film, alors, je l'ai vu, moi je l'ai téléchargé sur internet, donc vous pouvez le regarder, ou vous pouvez déjà voir sur YouTube la bande-annonce. Alors, c'est un film qui s'est déroulé de façon assez particulière, parce qu'il a été tourné donc sur les lieux mêmes des combats. Avant chaque scène, il fallait que l'armée vienne pour déminer les lieux de tournage, donc ils ont découvert évidemment des obus qui n'avaient pas explosé, ils ont trouvé des bouts de cadavres, donc des cadavres qu'on a réussi à identifier, donc on est en 1932 quand même. Hein. C'est pour ça que sur les monuments morts, quelquefois, vous voyez la liste alphabétique, et puis il y a des noms qui ont été rajoutés comme ça. Parce que ce sont des types qui ont été identifiés dans les années 20 ou dans les années 30. Donc déjà, l'équipe technique, si vous voulez, elle était dans l'ambiance quand même. Hein. Et puis les deux acteurs, Charles Vanel et Pierre Blanchard, avaient fait la guerre. Donc il y en a un, il avait failli être aveugle à Verdun. Et l'armée donc avait prêté son concours, évidemment, mais le réalisateur a dit non, attendez, les jeunes recrues que vous m'envoyez, là, ça va pas du tout, ils savent pas marcher, ils savent pas... D'abord, il faut pas qu'ils aient un uniforme propre, ils font la guerre, donc ils sont pleins de boue, alors que le colonel a dit non, c'est pas possible, mon régiment ne peut pas se permettre d'apparaître comme ça. Donc, en fait, Raymond Bernard a viré tous les militaires, et il a fait appel, il a lancé des annonces, il a fait appel à des anciens combattants. Pourquoi? Parce que les anciens combattants ont retrouvé leur réflexe de guerre, c'est-à-dire qu'ils savaient exactement trouver les anfractuosités du sol pour se cacher.
Ils savaient bouger, ils savaient courir, sauter d'un endroit à un autre, ils savaient tenir leur fusil, ils savaient regarder, se coucher au bon moment. Et donc c'est un véritable document. Et alors il y a un autre film qui est un véritable document aussi, alors qu'on peut trouver aussi sur la boutique de Télérama, que j'ai demandé à rééditer. C'est un film de Léon Poirier qui date de 1928, qui s'appelle Vision d'Histoire, Verdun. Et ce sont des scènes tellement réalistes qu'on les utilise pour illustrer la Première Guerre mondiale, parce que, bon, évidemment, il n'y avait pas beaucoup de caméras, il n'y avait pas de journalistes, de reporters pendant les combats. Et l'autre film qui me semble intéressant aussi, c'est La Grande Illusion de Jean Renoir. Donc avec Jean Gabin, ça a été tourné en 1930. Milieu des années 30, et c'est l'histoire de prisonniers français qui plusieurs fois s'évadent et donc ils sont enfermés dans une forteresse qui est dirigée par un acteur que vous connaissez peut-être qui s'appelait Erich von Stroheim. Et donc les deux militaires français, c'est un officier, un aristocrate de Beaulieu, il s'appelle. Et puis un autre officier, mais lui il est sorti du rang, c'est Jean Gabin, il est lieutenant, mais bon, lui c'est un ouvrier. Et pendant l'incarcération, en fait, des liens vont se nouer entre l'aristocrate prussien qui dirige la forteresse et puis l'aristocrate français. Ils ont connu les mêmes familles, ils ont été dîner chez Maxime, ils ont assisté aux mêmes courses. Et ils avaient plus de liens entre eux que le français avec l'autre officier français qui, lui, c'est un ouvrier, donc il discute plutôt avec les ouvriers. Et alors c'est un film qui a fait beaucoup parler de lui parce que c'était une forme de réflexion sur les classes sociales. C'est-à-dire qu'au-delà des appartenances patriotes ou patriotiques, pouvaient intervenir dans les rapports humains des rapports de classe. C'est pas pour autant que l'aristocrate français a trahi, pas du tout. Mais voilà, il était plus à l'aise avec Erich von Stroheim. Et l'autre point qui a fait beaucoup parler de lui et qui a donné lieu à des interprétations diverses, c'est que donc le lieutenant maréchal, Jean Gabin, s'évade avec un homme qui s'appelle Rosenthal, qui est juif, fils de banquier. Et donc ils vont s'évader et ils vont parvenir à gagner la France. Alors voilà. Après la guerre, les communistes ont dit mais non, c'est un film antisémite. Alors Renoir a dit mais pourquoi antisémite? C'est un film antisémite parce que Rosenthal est fils de banquier. Comme par hasard, il fallait absolument que le juif soit considéré comme appartenant à une famille riche. Et puis ils se disputent évidemment pendant l'évasion. Donc c'est un film qui a été loué et condamné à la fois par la droite et à la fois par la gauche. Mais quelquefois, les deux camps se heurtaient sur les interprétations données. Mais bon, c'est un film que vous pouvez voir quand même parce que c'est une histoire extraordinaire, ce sont des acteurs extraordinaires, et puis en même temps, c'est un véritable document, puis ça fait partie de l'histoire du cinéma. L'autre livre que vous pouvez lire, évidemment, c'est... alors là, ça vient de sortir, c'est L'ennemi de Éric Maria Remarque, c'est un auteur allemand, donc, qui est connu pour avoir écrit À l'Ouest rien de nouveau. À l'Ouest rien de nouveau, donc c'est un livre considéré comme un grand classique sur la Première Guerre mondiale. Un livre pacifiste qui a été condamné par les nazis, et il y a un Américain qui s'appelle Lewis Milestone en 1931 qui a adapté au cinéma ce livre. Mais quand il a été projeté à Berlin, des activistes nazis intervenaient pour saboter les projections, pour empêcher que les gens puissent aller voir ce film. Pourquoi? Parce que c'était précisément un film trop pacifiste. C'est-à-dire qu'en 1933 ou 1932, il apparaissait comme absolument inaudible et intolérable qu'on puisse ne pas voir que de la défaite de l'armée allemande pouvait naître un régime nouveau. Et notamment, donc, le soldat de la guerre qui était incarné un peu par le caporal Hitler. Et donc il y avait une résurgence, il y avait un nouvel ordre, un nouvel homme qui devait surgir, et le livre de Remarque était considéré comme contraire à cette idéologie nouvelle.
Mais si vous ne voulez pas vous lancer dans le roman en entier, vous pouvez lire donc L'Ennemi. Et L'Ennemi, ce sont 4 petites nouvelles, et puis bon, je vous rassure, ça fait quoi 92 pages, les 4 petites nouvelles. Hein, donc c'est pas bon. Mais il y a vraiment des passages intéressants, notamment il y a une nouvelle qui raconte donc on est en 1929, c'est 2 anciens combattants de Verdun allemands qui retournent sur les lieux mêmes du combat, et puis alors là déjà il y a la vogue du tourisme, il y a déjà des cars, il y a déjà des gens qui viennent visiter comme ça en procession, ah là là c'est horrible et tout ça. Et puis il écoute le guide, et puis lui, bon, bah, évidemment il pense à autre chose, parce que ce que dit le guide, c'est pas faux, mais lui il ressent les choses différemment. Et tout à coup il quitte la procession des touristes comme ça, et puis il s'aventure dans les champs. Et d'un seul coup, lui qui était déjà fatigué, il avait bien mangé à midi, il n'avait qu'une envie, c'était de faire la sieste, d'un seul coup, là, il cherche où était sa section, 15 ans avant. Et d'un seul coup, il retrouve les lieux, et puis il se remémore tout ce qu'il a vécu. Si vous n'avez jamais été à Verdun, un jour vous irez, vous verrez. Moi j'y suis allé au mois de juillet là, pour un reportage, puis je me suis dit, bon, c'est les champs de bataille, quoi, voilà. Ben, ça fait quand même un drôle d'effet. Hein. Il y a l'ossuaire de Douaumont, qui est quand même une espèce de bâtisse invraisemblable, un peu très kitsch, mais qui est quand même très impressionnante. Et puis il y a quand même un cimetière de 15 000 tombes dedans. Il y a quelques années, ils ont construit un bâtiment pour les soldats musulmans, mais le bâtiment, donc c'est rien, c'est une espèce de petit monument qui fait quoi, 4 mètres de haut. Mais ils ont mis plusieurs mois à le construire. Pourquoi? Parce qu'il a fallu déminer. Il y avait encore plein d'obus qui n'avaient pas explosé. Quand j'ai soutenu ma thèse, moi, il y a un guide qui m'avait dit que dans la Somme, il y avait 100 tonnes d'obus non explosés qui étaient enlevés chaque année. Rien que dans la Somme. Et quand vous allez dans ces régions-là, au bord des champs, comme ça, vous pouvez trouver encore des bouts de ferraille, parce que les paysans les jettent comme ça. Mais ce qui est impressionnant à Verdun, c'est que bon, il y a une route qui sépare le fort de Vaux, le fort de Douaumont, mais autour c'est la forêt. Et vous avez l'impression qu'il y a comme un géant avec des mains immenses qui a labouré la terre comme ça, parce qu'il y a encore les traces quand même les traces des tranchées. Et vous pouvez trouver encore des trucs, ce qu'on appelle des queues de cochon. Alors c'était des pics comme ça, des torsadés qui servaient à maintenir les fils barbelés. Mais là où c'est très curieux, parce que si vous êtes un peu isolé à un moment ou à un autre, vous avez l'impression que les lieux ont gardé la mémoire de ces combats. Hein, ça peut arriver sur les plages du département ou ailleurs, mais c'est quand même une impression assez curieuse, a fortiori évidemment si vous avez vu des choses qui se reportaient à cette période-là. Alors je vais vous lire 2-3... Ah bah non, il est déjà 4h05 là. Ouais, ah peut-être oui. le temps des questions. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon. Mais vous vouliez dire... Excusez-moi, hein, je me suis laissé emporter. Là, je vous signale, attendez, je vous signale. Au livre de poche, là, il y a donc un livre de poche qui vient de sortir. Vous avez 4 romans. Donc, Les Trois boîtes d'Orgelès, La peur de Gabriel Chevalier, qui est un livre exceptionnel. Et donc, Remarque, à l'Ouest, rien de nouveau, et Herzinger. Mais encore une fois, ne les lisez pas parce qu'il faut que vous les lisiez. Lisez-les parce que vous allez découvrir une écriture et puis des sensations qui ne sont pas forcément dans les polycopiés. Voilà. Merci de votre attention.